Merci Pierre, c'était très riche, hein, très causant. Enfin, je veux dire que c'est vrai que ça évoque un peu pas mal de situations cliniques rencontrées. Euh, moi, je découperai un petit peu en quatre temps, c'est vrai, l'évolution, parce que il y a l'annonce de la maladie, il y a un temps très, très important aussi, c'est le changement de la personnalité. Il y a les troubles du comportement, bon, même si on n'est pas trop d'accord sur les troubles psycho-comportementaux, mais il y a les changements fondamentaux de la personnalité. Alors ça, c'est très, très douloureusement vécu par les proches, quoi. Et j'ai le souvenir, moi, de la femme d'un patient qui disait, mais mon mari était tellement bienveillant, il était tellement gentil, il est devenu méchant, je ne peux pas le supporter. Il aurait toujours été comme ça, je m'y serais habitué. Mais cette rupture dans la façon d'être à mon égard est insupportable. Et puis d'autres fois, c'est le contraire. C'est-à-dire que des gens autoritaires et qui avec la maladie, deviennent très bienveillants, très, très, très gentils. Et finalement, il y a un rapprochement aussi bien du conjoint que des enfants, parce qu'à nouveau, il est accessible, on peut lui parler, il a des gestes de tendresse, ça va des choses qui sont inhabituelles. Et puis, effectivement, il y a aussi le trouble de la reconnaissance des proches ou du domicile chercher le nom. C'est un symptôme très gênant. C'est cap gras. Oui, la paramnésie du syndrome de cap gras, oui. Voilà. Qu'est-ce que vous faites dans mon lit, monsieur? Voilà, c'est comme chez moi. Les gens détaillent absolument tous les objets, c'est comme chez moi, mais c'est pas chez moi. Et les gens fuguent. Ils partent. Pour eux, où est-ce que tu vas? Ben, je vais chez moi. Je me souviens d'un homme qui montrait sa carte d'identité à sa femme pour lui montrer qu'il était bien son mari. Enfin, et sa femme disait, non, mais vous êtes un... Monsieur, qu'est-ce que vous faites là? Ça c'est terrible. Et puis bon, effectivement, le dernier temps, c'est l'enseignement en EHPAD dont tu as bien parlé. Il y a une question que tu n'as peut-être pas beaucoup abordée au domicile, c'est le problème des aidants professionnels et des fois des rivalités, des tensions, et puis le patient lui-même qui dit, mais je suis plus chez moi, tellement il y a de gens qui passent et pas les mêmes. C'est souvent la plainte, c'est ils ne passent pas aux bonnes heures pour le repas, ou ce ne sont pas les mêmes, quoi. Alors, ça c'est vrai, c'est tout un volet de la question, en effet, qui aurait mérité d'être développé, et qu'on rencontre en effet dans la clinique, parce que ça a un retentissement direct sur la prise en charge. Bah oui. C'est un des objets de la guidance familiale ou conjugale, que de faire accepter toutes les ressources, toutes les aides existantes et qui ne sont pas faciles à faire accepter. Je disais volontiers que le grand tournant, c'est quand le couple ou la famille accepte l'entrée de quelqu'un d'extérieur dans le domicile. C'est vraiment un temps essentiel, ça. Et c'est pas facile. Il y a toujours une bonne raison. Ah, mais moi, les gouttes, je peux lui donner, c'est pas un problème. Mais l'infirmière, elle vient tout le temps au moment où je dois aller au marché. Alors bon. Ça, c'est un aspect important dont on pourrait débattre. On va peut-être y revenir. Mais je voulais revenir un instant sur ce que tu as dit sur le changement de la personnalité, simplement pour dire que c'est un des aspects de la régression. En effet, le fait que certaines constructions, certaines identifications se défont en quelque sorte, et on voit réapparaître comme ça des manifestations pulsionnelles qui avaient été, je dirais, domestiquées pendant toute la vie par les identifications adultes. C'est un des aspects de la régression. Cela dit, la régression suit aussi quand même la structure, aurait dit Bergeret. Et tous les patients atteints de cette maladie n'ont pas la même modalité de régression. Et il y a tout de même là
quelque chose, tu l'as dit d'ailleurs, hein, que ça peut quand même évoluer d'une personne à l'autre. Il y a des personnes dont la névrotisation résiste mieux que d'autres. Je pense aux états limites, par exemple, qui régressent plus facilement, en effet, vers des manifestations comme ça, prégénitales, qui peuvent être parfois violentes. Il y a l'histoire du couple. Tu dis c'est important de savoir l'histoire au domicile. Bon, si il y a des gens qui recevaient beaucoup, puis la place des amis hein, qui se dérobent, qui ne viennent plus. Enfin, c'est aussi ça, hein, c'est l'environnement un peu lointain. Hein. Il y a des gens qui fuient hein, à partir du moment où il y a une maladie d'Alzheimer. Et puis l'histoire du couple, moi, c'est des fois quelque caricaturage. Un homme qui était très très relâche, trompé sa femme, et lorsqu'elle était malade, il a été admirable, petit soin, s'il y avait une telle culpabilité qu'il essayait dans la réparation de se montrer exemplaire, ce qu'il était effectivement au petit soin, alors qu'il l'avait un peu abandonné toute sa vie. Mais oui, et c'est comme ça qu'on voit aussi des enfants qui ont eu toute leur vie un sentiment d'avoir été victimes de carences ou d'injustice vis-à-vis de tels frères ou telles sœurs. Bref, qui ont des motifs, on pourrait dire, qui auraient des motifs de rancune vis-à-vis d'un parent, eh bien, devenir l'aidant principal et de réparer en quelque sorte de réparer, si on peut dire, les carences de leurs parents en surinvestissement de l'aide qu'ils leur apportent. C'est des choses qu'on voit parfois. C'est comme une espèce de quête affective qui n'en finit jamais. Et là, c'est l'occasion peut-être d'obtenir ce qu'on n'a pas eu à partir du moment où la personne est fragilisée, où elle devient dépendante de l'enfant. Oui, d'essayer de revivre cette bonne relation qu'on n'a jamais eue. Et que parfois, les enfants nous disent, en effet, revivre. C'est des choses qu'on entend dire. Pour la première fois, mon père m'a dit ceci ou m'a dit cela. Toute ma vie, j'ai eu l'impression d'avoir un père comme ci et comme ça. Et puis, finalement, maintenant, il peut montrer enfin un peu de tendresse. Il y a des formes de réparation comme ça de la relation et c'est des choses qui font dire qu'il faut espérer jusqu'au bout. Oui. Il y a aussi des relations d'emprise, un peu de vengeance, enfin de choses qui bordurent la maltraitance. Hein. Effectivement, sous la coupe. Alors que c'était le contraire pendant toute une vie. Je sais pas, je sais pas quel film c'est, il y a une dernière image avec Michel Serrault qui je sais pas si c'est une maladie d'Alzheimer ou un AVC, qui est en fauteuil roulant et qui est sous les coupes de sa femme avec qui il était désirable toute sa vie et là il est complètement dépendant d'elle et on voit ça aussi, cette sorte de maltraitance. C'est une des dimensions. Toutes ces dimensions, c'est pour ça que chaque fois c'est incontournable de l'aide. L'aspect possessivité, emprise, avec tout ce que ça peut en effet, tout ce que ça peut réactiver du passé. Du passé, oui. Et puis alors, le sentiment de toute puissance. Moi, j'avais une situation. C'est là où les tiers peuvent avoir un rôle tampon important. Oui. La visite de l'infirmière, même si elle paraît inutile comme ça, peut jouer un rôle tampon important. Ouais, il me semble que c'est important dans le maintien à domicile parce que nous, on voit en EHPAD arriver des gens qui étaient comme ça dans cette diade avec le conjoint, qui n'arrivent pas du tout à supporter la multiplicité des intervenants dans l'institution et qui passent leur journée à chercher le conjoint. Et le conjoint qui vient valider qu'on est bien insatisfaisant parce qu'on fait jamais aussi bien que lui et qui passe son temps à nous reprocher de faire si mal, alors que lui, à la maison, il faisait beaucoup mieux. C'est des situations qu'on voit qui sont très banales,
Mais comment ça se fait qu'elle mange à l'accueil de jour et qu'elle ne mange pas avec moi? Il y a des reprises d'autonomie. Ça, c'est très douloureux, ça, pour les conjoints, quand effectivement, à l'entrée en EHPAD, alors que la personne était très régressée à la maison, tout d'un coup, une vie autre avec des conversations qui gagne en autonomie, et c'est difficilement supportable, parce que là, il se rend compte que c'est la relation qui fait qui induit quelque chose d'une évolution. Et ça peut aller je suis des fois interrogé sur les évolutions catastrophiques de la maladie d'Alzheimer. On peut dire c'est neurologique, et quelquefois, c'est l'autre. Je pense une situation où la femme n'a pas du tout accepté que son mari, qui avait une place sociale, qui était constructeur de ponts métalliques, qui avait une grosse entreprise, soit malade et lâche tout. Elle n'a pas supporté du tout et s'est retrouvée très rapidement en EHPAD avec une évolution catastrophique. Quelle était la part de la neurologie ou de ce vécu d'abandon de cet homme? Alors ça, c'est une forme précoce. C'est des choses qui ont été abordées par les deux collègues qui ont écrit avec moi l'ouvrage sur la relation aidant-aidé, deux gériatres. C'est des choses qui sont évoquées à travers de nombreux cas cliniques, justement discutés du point de vue du psy, du point de vue du gériatre. Ces situations qui se terminent par l'entrée en EHPAD, parfois comme substitut du divorce. Ouais. L'entrée en EHPAD est parfois une façon de contourner une autre forme de séparation. Mais pour revenir un peu sur ça, parce qu'il me semble que tout ce qu'on dit là nous y reconduit, effectivement, il y a toute cette question de l'arrivée des tiers à travers la pénétration du domicile par les auxiliaires de vie, par les services sociaux, par l'infirmière à domicile, etc. C'est vraiment, en effet, quelque chose qui est à souligner. Tous les couples, bien sûr, c'est le risque quand on parle, comme on le fait là, d'Alzheimer, de famille, de couple, d'EHPAD, enfin, de généraliser comme s'il y avait un seul modèle. Bien entendu qu'il faut pas, il y a quand même des cas particuliers, bien entendu. Et en plus, dans notre métier, on voit que ce qui marche pas bien. Mais bien sûr qu'il y a des couples qui arrivent à suivre cette évolution, y compris l'entrée en EHPAD, sans avoir forcément recours à des tiers, en tout cas pas forcément longtemps, pas forcément de manière lourde. Mais il y a des couples pour lesquels c'est vraiment indispensable. Et on le voit en négatif, en effet. Quand ça se termine tragiquement par un homicide-suicide, par exemple, c'est des choses qu'on voit. On en parle peu, épisodiquement, et ça nous ramène d'une certaine manière à la famille Samsa, la famille de la métamorphose, parce que j'évoquais tout à l'heure en disant que c'est un petit peu l'histoire d'une famille de psychotiques qui se guérit par la psychose d'un de ses membres, qui finit par mourir. Il y a des situations, pour être prudent, mais il y a des situations, en effet, de relations aidant-aidé à domicile qui ne peuvent se terminer que mal s'il n'y a pas un tiers pour se rendre compte que l'aidant est à bout, que l'aidant s'est mis à boire, se met à consommer des psychotropes à tire-larigot, se met en danger, et met en danger par conséquent aussi son aidé, son conjoint. Il y a des situations pour lesquelles, en effet, c'est vraiment vital. Et malheureusement, c'est là où parfois c'est le plus difficile de convaincre de cette nécessité d'ouvrir la porte à des aides extérieures. Oui, ça c'est un premier temps. Parce qu'il y a des questions peut-être dans le... Ça s'affiche là. Il y a des questions qui arrivent comme ça. Oui, voilà.
Justement, comment alerter, repérer au mieux quand on est tiers professionnel pour éviter ce type de drame? Margot Texera. Question qui était posée, comment prévenir un peu? Là, je pense qu'il faut convaincre l'aidant de la nécessité de parler avec quelqu'un. C'est déjà bien si quelqu'un est là pour repérer le danger, repérer les risques. Après, il faut arriver à mettre en contact avec une assistante sociale, un médecin, le médecin de famille. Le médecin de famille est parfois en mesure d'intervenir. Quelqu'un à qui l'aidant acceptera de confier ses difficultés. Parce que l'aidant a parfois honte de révéler ses échecs, ses difficultés. Oui, ben, tu parles dans le livre des groupes, hein, c'est très important, les groupes d'aidants, de partager un peu les expériences, les limites, c'est une démarche très importante, effectivement. C'est important, c'est évolutif. Le regard extérieur, quand même, voilà, qui permet de repérer, d'alerter. Alors après, alerter, encore une fois, le médecin de famille, il y en a de moins en moins, je sais, et c'est pas SOS médecin qui va pouvoir véritablement faire quelque chose, mais essayer de permettre à l'aidant de confier ses difficultés à quelqu'un. À toutes les étapes, y compris. De se faire aider. Parce que là, ça fait un vide. Il y a un double deuil, à la fois de la personne aimée, enfin du conjoint, et puis de la place qu'on a occupée pendant des fois des années entières, parce que l'évolution elle est longue, et les gens se retrouvent éventuellement avec plein d'interlocuteurs, et tout d'un coup, du jour au lendemain, que ce soit au domicile ou en EHPAD, il y a des relations qui se nouent, ils se retrouvent seuls, et c'est très difficile, ça faut anticiper. Vraiment d'un cas à l'autre, ça varie, ça peut varier beaucoup en effet, jusqu'à l'aidant qui vient le conjoint qui vient raser son mari l'après-midi alors qu'on l'a rasé le matin, et qui va refaire la toilette quand il vient l'après-midi. Je ne sais plus voir. Jamais bien fait. C'est jusqu'à des personnes qui sont capables de passer le relais, d'arriver à trouver une relation avec les aidants ou avec les soignants de l'EHPAD, enfin. Et qui continue quelque part après. Qui continue après, voilà. à continuer pendant un certain temps, à venir à l'EHPAD, rencontrer d'autres personnes. Arriver à trouver une place. Et là, on peut ouvrir une petite parenthèse avec l'épisode du Covid et l'épisode du confinement qui a montré la place qu'avait la famille au moment où les familles ont disparu. Là, on s'est rendu compte de la place que les familles pouvaient tenir, même quand on avait le sentiment qu'elles étaient peu présentes. Là, on s'est rendu compte qu'il manquait un partenaire. Que tu as un complément, enfin, je sais, c'est Margot aussi, etc. Je ne vois pas le... Oui, je vais te le dire. Souvent, nous orientons, c'est la même personne qui donne une réponse, nous orientons vers un psychologue, nous en parlons au neurologue ou gériatre prescripteur, c'est très dépendant de la temporalité de l'aidant dans son cheminement personnel. Vous parliez du médecin traitant, mais ils se trouvent eux-mêmes en difficulté, surtout quand les consultations se font en binôme, aidant, aider, ce sont des réflexions bien sûr. Oui, effectivement, ils n'interviennent plus guère au domicile, les médecins traitants. Oui, ouais. Ça a changé beaucoup la donne, ça. Oui. Il faut essayer de libérer la parole de l'aidant, qu'il soit suffisamment en confiance pour confier ses difficultés, ses misères, ses faiblesses, ses défaillances. Des fois, je lui parle mal. Une fois, je lui ai mis une claque parce que j'en pouvais plus. Qui se sentent suffisamment en confiance pour confier ses difficultés. Ça,
c'est vraiment important, suffisamment en sécurité. Je reviens à cette notion de sécurité. C'est important, quoi. Et c'est pareil pour les soignants en EHPAD, les infirmiers en EHPAD, le fait que parfois l'aide-soignant n'ose pas dire à ses collègues que la toilette s'est mal passée, qu'il a pris des coups. Parce que s'il a pris des coups, au fond, c'est peut-être parce qu'il a fait une faute, il se sent coupable de quelque chose. Cette notion de sécurité est vraiment, vraiment importante quand on parle du domicile, ou quand on parle du rôle de l'aidant, ou quand on parle même de la vie en EHPAD. Un sentiment de sécurité intérieure, se sentir suffisamment, on revient à cette notion, suffisamment bon pour pouvoir tolérer les défaillances, les faiblesses, les incertitudes, les doutes. En même temps, c'est pas toujours facile pour les aidants d'accepter de parler de leur fragilité, parce que c'est le risque d'effondrement, c'est eux qui portent. Et donc, si jamais eux commencent à aborder, enfin, moi, je le voyais là, une dame qui était aidante principale et qui se casse le col du fémur et qui se retrouve en soins de suite. Et qui interpelle beaucoup, mais sur des questions concrètes. Et moi, je suis psychologue, je vais la voir, et finalement, les entretiens, ça a permis elle m'a tenu le discours de j'assure, je gère. Alors, il y a mes filles à la maison, on a pris du personnel la nuit, mais dès qu'il y a un problème, les filles sont dépassées et c'est elle au téléphone. Et donc, Dieu sait ça, alors qu'elle fait sa rééducation, elle est là, et dès que les filles appellent en disant papa, c'est plus gérable, hop, c'est l'épouse, elle me dit je le raisonne. Et donc, les premiers temps des rencontres, c'était pour m'expliquer que elle assure. C'est elle qui assure. Et finalement, la veille de la sortie, moi, je la talonne, enfin, je la laisse pas tranquille parce que j'entends le contraire. J'entends que c'est pas si simple du tout. Elle a fini par me dire, hier, j'étais en larmes, j'en pouvais plus, c'était le Xème appel de la journée. J'étais crevée, je voulais aller me reposer, donc elle est hospitalisée. Et un coup de fil, il a fallu encore que je raisonne mon mari, que je rentrais le lendemain, etc. Et donc là, seulement à la fin, elle a pu arrêter de me parler des finances, de comment elle allait, sa mutuelle, la Vernac, enfin, tous ces trucs, elle était sur les choses matérielles, mais sinon, ça va. Elle a pu dire que ça allait pas, et que là, elle s'était mise à pleurer, quoi, qu'elle en pouvait plus, qu'il l'épuise. Et donc, c'est seulement la veille du départ où on a pu évoquer, mettre en avant, oui, que c'était vraiment difficile et qu'elle pouvait ne pas supporter. Elle avait le droit, oui. Voilà, qu'elle avait le droit, et comment on pouvait aménager ça quand elle allait rentrer. Voilà, qu'est-ce qu'elle pouvait faire, elle? Et on a eu un entretien pour le faire, mais on a pu le faire quand même. Je rebondis parce que dans les questions des personnes qui sont chez elles, donc qui sont à distance, il y a Margot qui disait voilà que souvent orienté vers un psychologue, on parlait au neurologue, au gériatre, mais c'est très dépendant de la temporalité de l'aidant dans son cheminement personnel, et c'est un peu ce que tu soulèves en fait. Cheminement qui, moi, je trouve, est parfois difficile à percevoir si on n'a pas un temps un peu long pour connaître les gens, en fait. Et le temps long, c'est, moi j'ai fait de la consultation en mémoire, effectivement, il faut voir le patient seul, je crois que c'est très important, parce que, ouais, c'est pas, et les dents seules. Mais effectivement, après, on peut les voir ensemble. Les dents, il a des choses qu'il dira pas, face à l'aider, enfin, je veux dire, et là, c'est là qu'on perçoit qu'on un peu les filles qu'il est en souffrance, évaluer la souffrance, qui ne reconnaît pas et donne cette image de quelqu'un de solide face à elle. Et ça, c'est le problème du temps consacré. Et oui, oui, c'est la notion de cheminement, de travail. C'est bien quand quelque chose se met en processus. Le pire, le danger, c'est quand on est dans cette espèce de tour, un petit peu comme le risque qu'il y aurait pu y avoir pour cette personne si elle n'avait pas la ressource de vous parler. C'est-à-dire que d'être dans le tout ou rien, quoi. Si jamais la posture cède, c'est l'écroulement, c'est l'effondrement, on n'est plus rien, on peut.
avec un des fantasmes justement de mort collective ou de suicide, d'homicide-suicide. C'est des choses qu'on entend parfois, Dieu merci, au niveau simplement des mots, des discours, mais ça va se terminer comme ça. Il vaudrait mieux qu'on disparaisse tous les deux, etc. Les actes suicidaires. Oui, il y a quand même Voilà, assez comment faire en sorte d'aménager un cadre qui permette un cheminement, de pouvoir assouplir petit à petit ses défenses et accepter de lâcher certaines postures. D'où le risque, c'est une parenthèse, le risque de certains programmes pour les aidants, que je rapprocherai de certains programmes aussi pour les soignants, qui proposent des espèces des recettes qui se présentent comme des modes d'emploi. Et les modes d'emploi, ça marche jamais vraiment. Et quand ça marche pas, l'aidant ou le soignant pense que si ça marche pas, c'est parce que lui, il s'est pas appliqué comme il faut la recette, quoi. Là aussi, il y a besoin d'accepter les défaillances, d'accepter les faiblesses. Et il y a que la parole qui permet d'accéder à ça. Il y a vraiment que la parole qui permet de mettre des mots, de mettre des images sur ce qu'on vit. Ouais. Je rebondis parce que Laurence qui dit la principale difficulté est dans le refus du malade d'accepter ses pertes et la souffrance en écho des proches qui compensent ou pas. En tant qu'intervenant, on est aussi en difficulté dans le temps d'acceptation ou de déni de la situation. Ça revient un peu à ce qu'on était en train de soulever, c'est-à-dire quel rôle on joue. Moi, je pensais sur le rôle de tiers en fait qu'on peut avoir aussi, justement dans l'idée de médiatiser en fait, de servir de médias entre eux, des plaintes qui sont en écho, parce qu'il y a aussi il y a un gros mot qui est celui de conjugopathie quand même. Oui, et c'est une question qui soulève la question des pertes, qui soulève la dimension des pertes passées. Quand on peut amorcer un travail avec le couple aidant aidé, avec une famille, avec les enfants, avec ou sans la présence du parent. Bref, quand on peut amorcer un travail psychique, on rencontre inévitablement la question des pertes passées, des traumatismes passés. Pas du tout pour évacuer le présent et la perspective de l'avenir, bien sûr, mais on peut inévitablement revient l'histoire du couple, reviennent les deuils non faits, les deuils qui sont jeunes, qui n'ont pas été complètement achevés. Ça, c'est un aspect quand on propose cette notion des pertes. C'est quelque chose qui émerge très souvent à ce moment-là. En même temps, c'est important parce que dans l'origine de la maladie, il y a tout un travail fait par l'école de Limoges sur le fait que des deuils, des traumatismes majeurs facilitent l'émergence de maladies d'Alzheimer. On parle toujours de neurologie, qui jusqu'à présent n'a pas démontré grand-chose, mais effectivement, il y a ce travail sur des grandes études, et cas par cas, des deuils qui ne sont pas faits, des choses très traumatiques, il y a l'émergence de la maladie d'Alzheimer. Oui. Une surreprésentation. Donc, c'est très important, ça. Donc, l'histoire du couple, éventuellement, les enfants qu'on a perdus, ou les divorces qu'on n'a pas mal vécus, les enfants qui ont divorcé, et un divorce qui n'a pas été accepté. Ça, c'est quelque chose qui émerge
un moment ou un autre toujours, dont ils ont besoin de parler aussi, pour pouvoir parler aussi des pertes à venir, mais ça c'est important. Je me réjouis d'avance. J'ai une autre question. Galette, on va ouvrir une boîte, c'est pas la boîte de Pandore, enfin on va ouvrir un truc parce que apparemment, je n'étais pas là malheureusement, mais vous avez fait le lien entre le syndrome de Diogène et le refus de l'extérieur au domicile. Oui. Et il demande si vous pouvez préciser et parler de ça. Mais là, on ouvre un champ. Le Diogène, le syndrome de Diogène ou la sigillomanie, je crois qu'on dit, ça se manifeste bien quand même comme un rempart, une construction pour exclure le monde extérieur. Je lisais dans le train, justement, en venant, un papier sur le Diogène que je n'avais jamais lu encore, où l'auteur souligne l'importance, justement, le fait que bien souvent, à l'origine de ces tableaux, il y a une perte, il y a un deuil. Ouais. Alors c'est quelque chose qu'on voit quand on va à domicile pour des signalements, des personnes à mettre sous protection, des personnes qui ont toujours vécu avec les parents, et puis les parents sont morts l'un après l'autre, et la personne se retrouve dans un appartement avec les personnes qui tombent en morceaux, les tapis innommables, sans parler bien sûr parfois des déjections qui forment une croûte sur le sol, et ou des personnes qui ont pris un faux départ dans la vie et qui sont revenus, qui ont divorcé au bout de 3 mois, ça on voit parfois, et qui sont revenus chez vivre avec les parents. Bref, il y avait les bien cette clôture par rapport au monde extérieur. Mais quelquefois, j'ai vu quelques relations des gens qui avaient tellement envahi leur appartement qu'ils dormaient devant la porte. Donc l'appartement était barré. Enfin, c'est. Ah oui. Oui. J'ai une notion de quelques cas comme ça. Parce que c'était devenu, il ne faut plus pénétrer. Voilà, comme ça, alors, je sais pas, il y avait peut-être eu des catastrophes, des écroulements, des cartons. Ouais, c'est ça. Et donc, ils dormaient sur le palier devant. Il y a la description principale, je ne sais plus le nom américain, c'était 2 frères qui vivaient, qui avaient tellement entassé, qui avaient des galeries, et finalement, il y a une galerie qui s'est écroulée, et il est mort, en fait. Sous l'écroulement de... Un tunnel. Voilà, il y avait un tunnel pour aller nourrir son frère, Une famille de qui était mineurs. un peu lent, et la galerie s'était foutue dans mort, et le frère aussi, parce que c'était la seule façon de vivre. On ne peut pas pénétrer. En général, on reste sur le pas de la porte. Parfois, c'est l'odeur aussi qui fait qu'on ne peut pas. Je me souviens d'une situation où je maintenais la porte ouverte parce que pour respirer un peu. Alors, quelquefois, c'est automatiquement paranoïaque, mais ce ne sont pas tous des paranoïaques. Quelquefois, c'est vraiment l'extérieur qui est dangereux, quoi. On se protège, tous les conduits, Mais ce n'est pas ce toutes les aérations, parce qu'il y a des ondes, parce qu'il y a des choses. Mais c'est quand même... Ça a été décrit, une des premières études, à ma connaissance, c'est une étude anglaise qui portait sur des personnes âgées, mais c'est loin d'être l'apanage des sujets âgés. Oui. On en voit chez des personnes jeunes. Je me souviens avoir vu un cas comme ça en expertise pénale. C'était, en l'occurrence, c'était pas du tout pour une protection. Et c'est quelqu'un qui avait, je dirais pas quelle était sa profession, mais qui avait une vie, un fonctionnaire qui avait une vie apparemment normale et qui avait une sorte de double vie parce que quand les gendarmes ont été chez lui, ils ont découvert le tableau du Diogène, quoi. Et alors, pour la petite histoire, pour une fois, il y avait des pièces qui avaient été transmises avec la mission,
Et dans les pièces, il y avait un album photographique réalisé par les gendarmes, où on voyait donc la cuisine, etc. Et alors, il y avait marqué nous avons réalisé cet album pour montrer dans quelles conditions nous sommes parfois amenés à travailler. Il y a un peu un minimum pour les jeunes, un hikikomori, décrit d'abord par les Japonais, où c'est des reclus, c'est des jeunes reclus, alors on connaît, hein, avec, et qui accumulent par contre, qui commandent la nourriture, tout ça à domicile, et qui accumulent l'ancienne boîte de pizza. Il paraît que ça peut être de bouteilles de Coca-Cola vide, enfin qui sont dans un entassement. Ah ben oui, mais c'est ça. C'est des jeunes. Là, c'était un jeune, et un homme qui avait une trentaine d'années, qui avait vraiment, bon, ses collègues ne devinaient pas. Et c'est quelqu'un qui avait connu aussi un faux départ dans la vie. Soi-disant, il avait eu une fiancée, mais en fait, c'était ce que Bergeret appelait, je crois, j'avais entendu un jour parler de ça, la fiancée canadienne. Oui, les amours imaginaires. Voilà, enfin bon, bref, c'était une fiancée canadienne, quoi, comme ça. Mais en fait, voilà, il avait une espèce de secteur adapté, et puis derrière, il y avait cet énorme symptôme que représente le syndrome de Diogène. Mais ce que je voulais rappeler, parce que des fois, on en fait l'apanage des sujets âgés et de en psychiatrie, mais c'est loin d'être réservé aux personnes âgées. Je pense qu'on est plus sollicité pour les personnes âgées. Alors oui, voilà. Oui. Pour les Diogènes, quand ils prennent de l'âge, parce que c'est finalement là que les services s'inquiètent et qu'on est sollicité et qu'on est amené à les rencontrer. Parce que sinon, avant, effectivement, ils nous évitent soigneusement. Hein. Et l'accumulation. Ouais, ben oui, mais c'est vraiment ça. Oui, ça sur des années, quoi. En prévention du suicide, nous, les services techniques de l'habitat de la ville de Paris, en fait, de temps en temps, nous sollicitaient parce qu'au moment d'intervenir, ils avaient peur, en fait, que et légitimement, c'est ça. Oui, le vider brutalement, c'est absolument c'est vraiment le. Alors, il faut convaincre, mais là, on rejoint Kafka, on rejoint la psychose, quoi. Il faut convaincre la famille de prendre des sacs poubelles et puis d'imposer de vider la chambre, par exemple. Je dis, ça des négociations difficiles. Oui, je vais le faire. Et puis, en fait, le sac, il passe 30 sièges. C'est très difficile. Hein. Il faut convaincre l'entourage, voilà, de aller avec les sacs frais. Sur la question des pertes, moi je me souviens d'être intervenu avec Jean-Claude Montfort sur la question, il rappelait. C'est le grand spécialiste. Bah oui, c'est ça. Et il rappelait la vie de Diogène. Et donc le Diogène d'origine, qui lui donc vivait dans un camp dénuement, hein, c'était le contraire d'entassement. Il y a d'ailleurs d'après lui des Diogènes vides. Oui, moi j'en ai déjà vu. C'est très impressionnant. Il y a des appartements où il y a juste un matelas, un verre, une assiette, une fourchette, un bout. T'as pas de table, t'as rien, t'as que ça. C'est assez impressionnant à voir en fait. Mais ce qu'il rappelait, c'est justement que Diogène a dit perdu. Il avait une vie super, son père était très puissant, très riche, et puis il est tombé en disgrâce et ils ont dû fuir, et tous les Sévériens. Les impôts, et c'est ça. Il y a eu je crois qu'il a frappé monnaie même. Voilà. Il a un peu truandé sur le. C'est ça. Mais du coup, voilà, il a perdu comme ça une espèce de paradis, et l'idée de Jean-Claude, c'était ça. C'était bien cette idée de perdre. Ouais, tout à fait. Perte originelle, enfin très tôt. Et c'est marrant parce que, alors moi, de l'avoir entendu parler de ça m'a. Et du coup, c'est observable dans la vie de la plupart des personnes dont on suspecte qu'elles ont un syndrome de Diogène. Après, c'est vrai qu'on ne sait pas toujours quelle perte, mais c'est un peu comme la valeur traumatique des événements. Oui, il faut chercher, mais si on cherche un peu, on finit par trouver. Ouais. Là, c'est impressionnant. On va continuer sur des questions. Hein, Ce que je voulais évoquer en un mot comme ça, à propos du Diogène aussi, c'est le volet EHPAD. Quand ces personnes entrent en EHPAD, c'est pas toujours facile de savoir. Moi, j'ai fait nettoyage de chambre. Il continue, certains continuent. Ça s'arrête pas comme ça. Ça reprend, ils retrouvent. Là, il faut se trouver comment. Les repas des 3 mois. C'est une négociation permanente.
C'est ça. Ah, mais moi, Quand ils sont encore actifs, et j'ai entendu, il y a pas longtemps, dans l'EHPAD où je travaille, en discutant au cours d'un café, j'ai entendu, j'avais quelqu'un qui avait, comme ça, ils étaient arrivés à 52 petites cuillères, je crois. 52 petites cuillères qui avaient, comme ça. C'est-à-dire que l'établissement avait dû en recommander depuis. C'est pas mal. Et ce monde est passé une petite cuillère. alors c'est quand même une habitude chez pas mal de résidents d'EHPAD de faire des réserves. Oui. Aussi parce que il y en a qui m'expliquent, ils font pas tous, mais parce que parfois on a des ruptures de stock, ça les met dans une insécurité, et donc régulièrement ils font des descentes, on trouve des piles de serviettes comme ça, des serviettes pour le matin et protection de pull-ups quand ils les utilisent, et les sucres, les confitures et ces petits machins. Et après les mythes. Oui. Faut se débarrasser des mythes après. Alors, je continue. Marie qui vous remercie pour cette intervention très riche. Je pense que tout le monde a ce genre de remerciements. Capucine qui parle de l'entrée en EHPAD, qui est aussi la séparation d'un couple qui vit parfois ensemble depuis plusieurs dizaines d'années, et ça peut être très difficile. Comment on mesure l'équilibre entre la nécessité d'une entrée en institution et celle de préserver la vie de couple? Là aussi, la question est Préserver la vie. Il y a aussi des couples des couples aidants aidés qui font le choix d'entrer ensemble en maison de retraite. Ouais. C'est pas toujours. Oui, de plus en plus, en effet. Oui, parfois en même temps, parfois en deux temps. Ou pas dans la même chambre, ou pas dans le même Avec secteur. des cas de figure très différents. De même que préserver la vie de couple, j'évoquais tout à l'heure une extrême avec l'histoire de ce monsieur qui arrivait avec une petite valise et du linge affriolant. C'est une question, là aussi, assez difficile parce qu'on ne peut pas généraliser, je pense. J'étais tenté de le faire à une époque en estimant qu'il y avait une sorte d'incompatibilité entre la vie de couple et la vie en institution. Je le pense toujours plus ou moins, mais il faut quand même reconnaître qu'il y a des modalités. Le fait de le reconnaître tient sans doute, encore une fois, à ce qu'il y a de plus en plus de couples qui vieillissent ensemble. Autrefois, il y avait toujours le fait que les hommes partaient avant les femmes, etc. Donc, je crois qu'il faut être un peu plus nuancé. Mais j'avais tendance, j'ai même écrit à un moment donné dans mon texte, que je ne l'ai pas repris là, mais ça évoquait un peu la difficulté qu'il y avait dans les groupes d'adolescents pour tolérer les couples qui se forment. En général, le groupe accepte assez mal le couple, quoi, et très vite le couple se détache du groupe. Là, il y a forcément nécessité de maintenir cette vie de couple, et ça, alors là, je crois que je ne saurais pas généraliser. Il y a des couples qui parviennent à s'aménager cette vie encore, mais je crois que c'est vraiment, par rapport à la question qui est posée, je crois que la réponse implique l'équipe soignante, l'institution. On ne peut pas faire l'impasse là-dessus. C'est vraiment la nécessité d'aménager une relation à trois, où chacun tient compte de l'autre. Ça, je crois que c'est vraiment évident, parce que le conjoint peut exclure l'institution. Il y a différentes façons de le faire, en venant à des heures indues, en imposant de venir donner le repas soi-même. On voit des extrêmes comme ça. Ou bien c'est l'institution qui exclut le conjoint de différentes manières. Je crois vraiment que cette question dépend de la capacité de réussir cette relation à trois. C'est pas évident parce que ça suppose de faire cohabiter des relations à deux. De même que pour les soignants en EHPAD, il y a toujours un peu ces deux dimensions qui jouent. Il y a toujours une relation à deux, celle du maternage, celle des toilettes, où il y a une relation duelle, avec une relation à trois, avec le groupe. Il faut arriver à combiner les deux.
Je crois que on peut pas traiter la question du devenir du couple en EHPAD sans impliquer l'équipe soignante et l'institution. Il faut arriver à trouver quelque chose là où chacun respecte la place de l'autre. Ouais. Mais du coup, ça m'évoque une autre question, justement, c'est comment, dans les EHPAD, avoir une pensée institutionnelle. C'est ça. Je me demande vers mes collègues qui travaillent en EHPAD, je l'ai fait, hein, voilà, j'y suis passé. C'est une gageure, en fait. C'est des institutions qui ont pas été pensées au départ pour se penser elles-mêmes, en fait. Ouais. Alors ça doit faire l'objet pas d'une conférence, mais d'un cycle de conférence. Ouais. C'est une question vraiment difficile. Alors ça. Enfin, moi, je reviendrai à la base, le travail d'équipe, il est où? Et les équipes, elles sont où? Donc, je veux dire, juste là, tu vois, concrètement. Donc, après, penser l'institution, un peu. Ça n'a pas été pensé du tout. Non, cet esprit-là, c'est des structures sociales. Bah oui. Médicalisées, très peu médicalisées. Est-ce que ça a été pensé même? Pas chez nous. La convention tripartite, la fameuse convention tripartite, elle est déjà en soi, elle instaure déjà des clivages. Ouais. De même que je ne sais plus quel auteur historien expliquait que la fin de la Troisième République était déjà inscrite dès son origine avec l'affaire Dreyfus et avec le fait que la République était passée à une voie, le fameux amendement Vallon. De même, on peut dire que l'origine des EHPAD, d'emblée, porte dans son origine même quelque chose d'invivable, puisque il faut faire vivre à la fois l'hébergement, le soin et la dépendance. Il y a à la fois l'hébergement, avec tout ce que ça comporte donc de contraintes, le fait, la relation de dépendance et le soin. Et il faut faire combiner ces trois au niveau économique. Il y a ce montage à trois, mais au niveau psychique, on peut pas mener les trois en même temps. C'est pas possible. En même temps, c'est possible quelquefois, mais c'est tellement personne dépendante. Le directeur, le médecin co, la psychologue, éventuellement un intervenant extérieur, quelquefois ça fonctionne. Il y a toujours un des trois qui prend les institutions qui prétendent être exemplaires au niveau de l'hébergement, inattaquables sur l'hébergement, confèrent à l'actualité, machin. Forcément, il y a quelque chose qui pêche par ailleurs. Au niveau du soin, à l'extrême, c'est la fameuse histoire, oui, mais où ça sent le pipi, mais qu'est-ce qu'on est bien, ou alors ils sont très très bien, c'est très clean et tout, mais c'est inhumain. Enfin bon, ce sont deux extrêmes, hein, naturellement, mais voilà, il y a un peu ces deux pôles. Hein. Oh oui, mais tant pis si ça sent le pipi, mais il y a une chaleur humaine. Voilà, ou alors c'est au contraire, c'est parfaitement clean et tout, mais il n'y a pas de relation. Comment trouver le juste milieu entre les deux? C'est fragile. En tout cas, quand il y a cet équilibre-là, il est très fragile, celui qui ne perce pas. Donc, ah mais oui, c'est personne dépendant. C'est directement dépendant. C'est comme un établissement scolaire qui peut perdre sa réputation en quelques années quand on part quelqu'un, ou en service. C'est une question très vaste, ça. Moi, je pense que de toute façon, dans 10 ans, les EHPAD auront été rebaptisés encore autrement. On aura réinventé autre chose, forcément. Mais est-ce que ça sera mieux? Au fond, mais là, on veut pas. Mais au fond, quoi, c'est le sort des vieillards qui est en question. Comment peut-on aménager la vie sociale et la vie tout court avec cette perspective de la mortalité? Et Marie nous souligne l'importance de multiplier les approches centrées sur la personne à travers des plans de soins qui incluent les interventions non médicamenteuses et notamment l'art-thérapie. Et c'est vrai. Bien sûr. Mais effectivement, avec aussi l'idée qu'il y ait une institution qui accueille l'art-thérapeute, que ce soit pas une intervention ou une animation. Et pour revenir au domicile, la difficulté de réaliser ces interventions à domicile.
pas plus tard qu'hier au cabinet, je ne me souviens plus dans quelles circonstances, mais quelqu'un cherchait une ergothérapeute, mais les ergothérapeutes exercent pratiquement tous en équipe, pluridisciplinaire, en institution. J'en connais pas qui vont à domicile, si ce n'est pour faire des évaluations pour un retour à domicile. On en a un chez nous. Pardon? On en a un chez nous. Ah, mais je pense que ça doit exister, mais Et psycho, ça doit être rare. Qui interviennent au domicile. qui travaille avec nous. Oui, ça doit être assez rare. On travaille sur la gérance. Ouais. Oui, mais l'ergo, il fait des évaluations où il peut faire Non. des propositions d'ateliers, Et l'atelier, on a atelier en chorale, yoga, Je déplace à domicile. des déplacements à domicile, des ateliers chez C'est nous pas- aussi, à la Gironde. L'association de gérontologie du 11e, avec Chantal, on a connu. Ça ne m'étonne pas. Je soupçonnais que ça devait exister, mais je sais que, en tout cas, je n'en connais pas comme ça. Et puis, on avait monté un projet et on a fait ça pendant un moment de l'art-thérapie au domicile avec un service d'aide à domicile, en fait. Mais ce qui est très particulier, parce que ça se fait en visio. C'est une art-thérapeute de chez nous qui est ici et qui a travaillé en amont avec les auxiliaires de vie. À quoi allait ressembler l'atelier, à quoi servait l'art-thérapie. On a formé, en fait, des auxiliaires de vie alors former vite fait, hein, mais il faut leur expliquer un peu ce que c'est l'art-thérapie, où ça va, à quoi ça sert. Donc notre art-thérapeute, elle est ici dans les locaux et en fait, à domicile, il y a l'auxiliaire de vie et elle fait l'atelier avec la personne. Ce qui permet aussi à l'aidant pendant ce temps-là de vaquer et faire sa vie. Ça marchait pas mal. Après, je dirais, en termes de vertu thérapeutique, c'était plus complexe. Quand même. Parce qu'on se posait la question hier, parce qu'on a un atelier 2 fois dans le mois, atelier choral et tout ça, et on a des patients Alzheimer et tout ça. Et il y en a qui ont posé la question, est-ce que vous vous souvenez? Il dit, non, il s'est passé quoi hier? Et en fait, on s'est dit, à la réunion, on a dit, c'est pas grave, mais sur le moment, il a apprécié le moment. Il s'est amusé, il y a eu ça. Demain, autre chose. Voilà, même s'ils ne s'en souviennent pas. Et pour les proches, c'est important de voir qu'il est capable. Ah, il nous a dit ça. Ah, je ne pensais pas. Ah, il s'est rappelé de ça. Tiens. Et ça parle. C'est très important pour l'entourage. Ça scande le temps, même si les gens ont des difficultés avec le temps. Il y a quand même des tensions comme ça. Alors, sinon, espèce d'unité de temps de lieu d'action, quoi, plutôt de cycle. Ah, il nous a reconnus. Tiens. Ah, oui. Ouais, c'est ce que je dire. Alors, Alette donc d'abord Emmanuel qui remercie pour l'intervention, les échanges très riches. Alette qui nous dit toutes les années que notre mère a vécu en EHPAD nous ont rapprochés de notre mère et grand-mère, alors qu'elle s'éloignait de nous par la maladie. Et humanité et propreté étaient présentes. Et c'est vrai qu'il y a cette possibilité d'un rapprochement dans ce temps-là, des générations d'en dessous aussi. Et puis Margot, qui dit il existe des ergots à domicile comme les psychomotes, mais la communication est très mal faite auprès des médecins. Plus, il faut qu'ils comprennent l'intérêt d'une prescription pour ce public. Et c'est vrai qu'on pense plus à la psychomotricité pour les enfants que pour les personnes. Je pense qu'il faut accepter la limite, il faut accepter l'incurabilité, il faut accepter de renoncer. Vous parlez de thérapie, il faut accepter de renoncer à la notion de traitement au sens de cure, au sens de guérison. Il y a un pas à franchir, quoi, pour aborder les choses de cette façon-là. Un combat perdu d'avance. Enfin, c'est terrible, quoi, de mobiliser toute une énergie. Alors que... Oui, mais c'est une question de valeur, c'est une question de... Oui, et puis de projet de société, hein, si on C'est un peu large, c'est-à-dire que on est tous incurables, hein, quand même. Oui. Je veux dire, on ait la maladie d'Alzheimer ou pas, cette énergie, je veux dire, enfin voilà, au bout de l'existence, et on ne sait jamais où est le bout, de toute façon. Pourquoi ne pas rendre les choses vivantes, qu'on soit malade ou pas? c'est ça, et puis surtout on est Et peut-être quand les gens sont malades, d'accord. Mais c'est le combat perdu d'avance, c'est la vie, ça. Hein. Oui, mais il y a
Ouais. Oui. L'idée, c'est d'améliorer ça. T'es riche, tu peux raisonner autrement qu'en termes d'euthanasie, dans un certain sens, on va pas rentrer. Mais alors ça, c'est une première façon de réagir. Mais pour revenir à ce qui vient d'être lu sur l'écran, cette personne dit encore une fois que ça a permis de faire l'expérience d'un échange qu'on avait perdu. Donc ça, c'est essentiel, ça. Alors ça, c'est une autre façon de considérer la démarche en question. On peut l'avoir sous un angle de valeur de société, par rapport à ce que j'appelle la prime à la casse, que serait le fait de dire aux familles, confiez-nous votre parent et on prend en charge les 6 derniers mois de sa vie et on vous décharge de tout le reste, y compris de l'aide à mourir. Bon, c'est une autre façon d'aborder la problématique sous l'angle de ce que ça peut apporter encore à ceux qui sont là. Moi, je relève souvent le fait qu'un patient dément qui a perdu toute capacité apparemment, peut encore faire au sien le don de partir dans la paix. Ah oui. Et ça, c'est inestimable. Et ça fait partie donc des choses, encore une fois, que peut apporter ce type de prise en charge, d'expérience. Ça peut sembler vain, ça peut sembler du luxe de pouvoir de veiller à tout ça, mais ça peut permettre, encore une fois, par exemple, je le répète, à un patient dément qui a même parfois été agité, pénible et tout, de partir en paix. Et Dieu sait que c'est inestimable pour ceux qui restent là. Ah ben, elle est partie en paix. Ça aussi, ça s'accompagne. Moi, On va peut-être en faire le mot de la fin, si vous voulez bien, parce qu'il est 12h05. Et que je vais arrêter les enregistrements parce que c'est extrêmement long et je ne m'en sors pas dans le montage. C'est pour ça que je suis facile. On peut continuer à échanger entre nous. Tant pis pour vous qui n'étiez pas là. Non, je commence. Merci Pierre. Et bien entendu, je relais, hein, parce qu'on a eu dans les questions des remerciements, bien entendu, sur la richesse en fait de l'intervention, tout ce qu'on aurait aimé creuser encore. Donc, si Pierre est d'accord, on le réinvitera. Ce sera bien volontiers. Et puis, je vais juste... Le moins difficile, alors, parce que difficile. J'ai trouvé que c'était difficile. C'est un sujet vraiment délicat. Parce que je n'ai pas une expérience très grande du domicile. Si ce n'est en tant qu'expert pour les tutelles et curatelles, qui m'ont fait aller depuis l'hôtel particulier de milliardaire jusqu'à la masure en race campagne avec le sol en terre battue. L'humanité tout entière. On disait que le commissaire Maigret il peut rentrer dans tous les milieux comme ça, de par sa fonction de policier. Nous, on rentre partout. Et c'est vrai que le domicile, enfin, on voit absolument de tout, quoi. C'est assez extraordinaire comme expérience. Est-ce que ça révèle des personnes quand tu vois le domicile des personnes? Ah oui, bien sûr. C'est comment c'est ordonné, les livres, la valeur de quel objet. Ça parle beaucoup des personnes. Hein, c'est une projection de son corps. Oui. Enfin, je veux dire, et son façon d'être. Le domicile, oui, je parlais tout à l'heure de cette photo des gendarmes. Je pense à une autre photo que j'avais vue dans un dossier hélas nullement exceptionnel, un père de famille qui avait violé toutes ses filles, etc., etc. Enfin bon, bref. Et alors, il y avait la photo de la chambre de la fille, machin comme ça. Et il y avait la photo de la salle à manger avec, je cite, le diplôme de la famille française. Oh. Ah oui, quand même. Là encore, les gendarmes avaient pris soin de photographier ah oui. de la famille française. Bon, en tout cas, ouais, merci beaucoup. On a encore une fois beaucoup de remerciements de famille qui étaient en vidéo. Prochain rendez-vous le 5 juillet. Voilà. Sinon, merci à tous.